J'étais assise près d'une colonne décorative, pas derrière, juste assez proche pour ne pas être vraiment visible depuis le bout de la table. Cela semblait intentionnel. La chaise vacillait légèrement, un pied instable sur le marbre poli de la salle à manger du domaine des Hastings. J'ajustai mon foulard en soie peint à la main, celui que j'avais confectionné durant un printemps tranquille à Asheville. Personne ne fit de commentaires. Personne ne me demanda comment j'allais. À ma gauche, mon cousin Chase ajustait ses boutons de manchette et demandait à Alexandra comment se passaient les rénovations de l'appartement parisien. De l'autre côté de la table, mon frère Nathan riait d'une blague qu'il n'avait pas faite, et ma mère, Evelyn Hastings, levait son verre de vin avec cette grâce étudiée qui avait autrefois orné les pages de Southern Living. Elle n'avait pas regardé dans ma direction depuis mon arrivée. Puis vint le murmure. Ce n'est même pas une vraie Hastings, souffla ma mère à quelqu'un à sa droite, assez bas pour croire que personne d'autre ne l'entendait. Mais j'avais entendu. Et l'avocat assis en bout de table aussi. Il s'appelait Preston Wexler. Il avait été le conseiller juridique de mon grand-père pendant des décennies, cheveux argentés, voix mesurée, des yeux qui scrutaient la pièce comme un chirurgien prêt à disséquer. Il attendit le silence. Nous sommes réunis pour exécuter les dernières volontés et le testament d'Edward Montgomery Hastings, commença-t-il. Un homme de conviction profonde, parfois impopulaire. Cela arracha quelques rires polis. Je ne ris pas. Article après article, le testament se déploya comme une mise en scène. L'appartement parisien, comme prévu, à Alexandra. Le domaine viticole à Calistoga à Nathan. La collection de Mercedes à mon père, Charles. Les bijoux, les actions, les biens patrimoniaux, chacun reçut sa part. Chacun, sauf moi. Je restais immobile. J'avais appris cela en grandissant sous le nom de Juliette Blake. Techniquement une Hastings, biologiquement parlant, mais émotionnellement une pièce égarée dans leur puzzle si bien assemblé. J'avais choisi d'enseigner l'art dans une école publique à Asheville, en Caroline du Nord. Cela avait suffi à m'exiler. Je pensais que je n'allais peut-être même pas être mentionné. Puis Preston ajusta ses lunettes. Et enfin, dit-il, concernant la participation majoritaire dans Hastings Legacy Group, le domaine de Charleston et le portefeuille d'investissement consolidé, estimé à 526 millions. La pièce devint soudain immobile. Je lègue ces biens en totalité à mademoiselle Juliette Elise Blake. Un silence, plus lourd que le marbre, emplit l'espace. Le verre de vin de ma mère se brisa en tombant au sol. Nathan se leva si brusquement que sa chaise glissa sur le carrelage. Alexandra émit un son entre le souffle surpris et le ricanement, mais ne dit rien. Je ne bougeais pas. Pas encore. Je regardai Preston. Ses yeux rencontrèrent les miens avec le plus subtil des hochements de tête. Puis, avant que quiconque ne puisse parler, il ajouta. Il y a un message vidéo de Monsieur Hastings à l'appui de cette clause. À sa demande, il sera diffusé maintenant. L'écran s'anima. Et il était là, mon grand-père, Edward Montgomery Hastings, fixant directement la caméra. Si vous regardez ceci, commença-t-il, alors vous venez d'apprendre quelque chose d'inattendu. Il sourit. J'imagine que la pièce est sens dessus-dessous. Il n'avait pas tort. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. La voix de mon grand-père s'éteignit, mais son image resta figée à l'écran, calme, déterminée, avant que les mots suivants ne soient diffusés. Mon esprit, lui, était déjà ailleurs. De retour à la première fois où j'avais compris que j'étais invisible. J'avais 12 ans. Alexandra venait de gagner une compétition régionale de débat, et un dîner de célébration avait lieu au domaine. Ma mère avait commandé un gâteau sur mesure avec le visage d'Alexandra imprimé en or comestible. J'avais fait une carte, peinte à la main. Je me souviens avoir utilisé de la terre d'ombre brûlée et de l'outre-mer, des couleurs que je ne maîtrisais pas encore. Je l'avais placée à la place d'Alexandra. Quand le dîner avait commencé, la carte avait disparu. Je l'avais retrouvée plus tard dans la poubelle, tachée de vin sur le devant. Personne n'en avait parlé. Personne ne l'avait jamais fait. À partir de cette année-là, j'avais cessé d'essayer d'être vue. À 17 ans, j'avais annoncé à mes parents que j'avais été acceptée à SCAD, Savannah College of Art and Design. Ma mère s'était contentée de marquer une pause avant de dire. Je suppose qu'il va falloir faire semblant que ça compte. Ce soir-là, mon grand-père avait appelé. Lui seul. Sans faux semblant. N'attends pas leurs applaudissements, Joël, m'avait-il dit. Ils n'applaudiront jamais ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi, Joël. Il était venu à l'une de mes expositions étudiantes.
Il ne l'avait annoncé à personne. Je n'avais su qu'il était passé que parce que quelqu'un avait laissé un mot manuscrit glisser derrière le cadre de ma série d'aquarelles, celle avec la porte brisée. Vérité pure. Ne la répare pas. Il n'avait jamais dit que c'était lui. Il n'en avait pas besoin. Au début de la vingtaine, j'ai déménagé à Asheville, j'ai enseigné dans un lycée public, j'ai commencé à animer des ateliers d'art communautaire pour les seniors. La plupart de ma famille pensait que j'étais dans l'Oregon. Je ne les ai jamais corrigés. Alexandra est allée à Wharton. Nathan a suivi papa dans la finance. Les cartes de vœux arrivaient avec des photos mises en scène et des signatures gravées. Les miennes n'arrivaient jamais. J'ai arrêté de vérifier ma boîte aux lettres vers décembre. Une fois, mon nom avait été oublié sur la plaque des donateurs lors d'un événement familial, bien que j'aie contribué plus que mes 2 frères et sœurs réunis. Quand j'ai demandé, Evelyne a souri et dit: « Oh, ça doit être une erreur administrative. Tu sais comment ces choses-là arrivent. » Mais elle n'arrivait pas à Alexandra. Ni à Nathan. Juste à moi. Et pourtant, tous les quelques années, une petite enveloppe arrivait. Sans adresse de retour. À l'intérieur, un article de journal, un ticket de musée, parfois une citation écrite à l'encre de stylo plume. Un mot disait simplement: « Le caractère est plus discret que l'héritage. Construis la chose discrète. » Je les gardais dans une boîte à chaussures sous mon lit. L'écran vacilla. La vidéo reprit. Edward Hastings se pencha en avant, les yeux plissés comme pour transpercer le temps. « Vous avez tous pris l'habitude de confondre le vernis avec la valeur, dit-il. Mais j'ai passé les 15 dernières années non pas à écouter ce que vous disiez, mais à observer ce que vous choisissiez de ne pas voir. » Alexandra se tortilla sur sa chaise. Nathan ouvrit la bouche, puis la referma. Et moi, je restais là, mon foulard toujours noué autour du cou, à me demander, m'avait-il observé tout ce temps, ou essayait-il de m'apprendre à m'observer moi-même? 3 semaines avant la lecture du testament, une lettre était arrivée. Un papier épais, couleur crème, avec un blason en relief, mon nom écrit à la main, dans une encre qui semblait n'avoir jamais touché une imprimante. Madame Juliette Elise Blake. C'est au Windmere Public School. Asheville, NC. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée poser sur le comptoir de la cuisine, à côté de mon bol en céramique rempli de clémentines, fermé pendant presque 2 jours. Quand je l'ai ouverte, elle disait simplement: « Vous êtes prié d'assister à la lecture du testament de feu Edward Monsieur Hastings. Lieu, domaine des Hastings, Charleston, SC. Date, 4 avril. Heure, 14 heures. Il n'était fait mention ni de ce que j'hériterais, ni d'aucune attente, juste que j'étais priée d'être présente. Pas invitée, pas obligée de prier. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Le premier appel de sa part en 6 ans. « Juliette, dit-elle, la voix nette et élégante. Je suppose que tu as reçu le courrier. » J'ai tenu le téléphone à quelques centimètres de mon oreille. « Oui. » « Eh bien, tu voudras sans doute être présentable. Il y aura la famille, des avocats, comme d'habitude. » « Bien sûr, » ai-je répondu. Elle a marqué une pause, puis... Edward appréciait. Ce n'est la faute de personne, vraiment. Certains hommes deviennent sentimentaux en vieillissant. Je n'ai pas répondu. Elle ne s'attendait pas à ce que je le fasse. Elle a terminé l'appel par: « À bientôt, ma chère. » C'était tout. J'ai réservé un train, pas un avion. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'arriver rapidement. À la place, je me suis assise près de la fenêtre pendant 8 heures, regardant le printemps s'étirer le long de la côte Caroline, en touche, les cornouillers en fleurs comme des secrets que personne ne voulait partager. J'ai porté le foulard, le même que j'avais peint l'année où j'ai enfin cessé de demander qu'on me laisse revenir. Je ne savais pas trop pourquoi je l'avais pris. Ou peut-être que si. Peut-être que c'était une armure. Quand les grilles du domaine sont apparues, hautes et trop ornées pour leur propre bien, j'ai senti quelque chose se poser sur moi. Pas de la colère, pas du chagrin, une sorte de curiosité étrange, comme entrer dans un musée de son enfance qu'on se souvenait à peine, mais dont on savait encore comment naviguer dans l'obscurité. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé, l'odeur de jasmin près des fenêtres, le bruit creux des talons sur les carreaux italiens, la façon dont tout le monde se saluait un peu trop fort, comme s'ils essayaient de surjouer le sourire pour masquer la tension ambiante. Personne ne m'a salué. Mais, en même temps, personne ne m'a dit de partir. Alors je suis restée. J'ai pris la place près de la colonne et j'ai attendu de savoir pourquoi.
Les 45 premières minutes de la lecture du testament se sont déroulées comme une pièce mal dirigée, chacun faisant semblant de ne pas attendre son moment, mais jetant un coup d'œil vers Preston à chaque fois qu'il prenait sa respiration. L'appartement parisien à Alexandra, évidemment. Le vignoble de Calistoga à Nathan, naturellement. La collection d'argenterie à mon père, Charles. Et les bijoux à Evelyne, accompagnés d'un mot manuscrit de grand-père qui disait « pour les apparences ». Il y eut quelques rires forcés. Personne ne demanda ce que cela signifiait. J'ai attendu tranquillement pendant que les cadeaux étaient distribués comme des reconnaissances de loyauté. Chaque objet était accueilli par des hochements de tête, des sourcils levés, les petits gestes d'approbation que ma famille prenait pour de l'amour. J'ai commencé à croire que je ne serais pas mentionnée du tout. Peut-être que j'avais tout mal interprété, les mots, le foulard, les visites discrètes. Peut-être qu'au fond, il m'avait aimé, mais pas assez pour déranger l'équilibre. Puis Preston a ajusté ses lunettes et enfin, il a dit. Concernant la participation majoritaire dans le Hastings Legacy Group, le domaine de Charleston et le portefeuille d'investissement consolidé, valeur totale, 526 millions. Un souffle suspendit la pièce. Ces biens sont par la présente légués en totalité à Madame Juliette Elise Blake. Le silence ne fut pas immédiat. Il lui fallut un instant pour s'installer. Puis le verre de vin d'Evelyne chuta. Le pied se cassa avant même de toucher le sol. Nathan se leva si brusquement que sa chaise racla le carrelage et heurta une jambe en marbre. Alexandra cligna des yeux une fois, 2 fois, puis se tourna brusquement vers Preston. Mon père ne bougea pas, mais sa main se crispa sur le bord de la table, les jointures blanchies. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je restai immobile. J'avais appris le pouvoir de l'immobilité dans une famille accro au spectacle. Preston s'éclaircit la gorge. Il y a une instruction supplémentaire. À la demande de Monsieur Hastings, un message enregistré va maintenant être diffusé. Un membre du personnel a tamisé les lumières. L'écran a de nouveau vacillé. Il était là, mon grand-père, assis derrière son vieux bureau en chêne, celui avec les pieds sculptés en forme de lion et les compartiments secrets. L'éclairage était doux, comme s'il avait su ce que cela allait faire ressentir. Si vous regardez ceci, dit-il, alors vous venez d'apprendre quelque chose d'inattendu. Ou peut-être pas, il esquissa un léger sourire. L'héritage, tel que je l'ai compris, n'est pas ce que l'on laisse en dollars, mais en décence. Et la plupart d'entre vous. Ses yeux semblèrent scruter la pièce, avaient confondu le vernis avec le principe. Evelyne se tortilla sur son siège. Mon père expira bruyamment par le nez. L'expression d'Alexandra ne changea pas. Au cours des 15 dernières années, j'ai observé, poursuivit-il. Pas vos indicateurs financiers, mais vos choix. Les petits. Les silencieux. Il commença à les énumérer, comment Evelyne avait refusé d'étendre la couverture santé à la famille de la gouvernante après son diagnostic, comment Charles avait dissimulé une perte à 7 chiffres via une société écran aux Bermudes, comment Nathan avait discrètement réglé une plainte pour harcèlement sans jamais reconnaître sa faute, naturellement, comment Alexandra avait évincé un lanceur d'alerte de la branche philanthropique après que cela soit paru dans la presse. Personne n'interrompit. La pièce s'était pétrifiée. Et Juliette, dit-il enfin, en se tournant. Mon souffle se coupa. Elle n'a jamais demandé de place à cette table. Elle a bâti la sienne. Il se pencha légèrement. Le caractère ne se montre pas. Il persiste. Puis la vidéo s'arrêta. Pendant un moment, personne ne parla. Et puis Alexandra posa la question que je n'arrivais pas à croire qu'elle ait encore le culot de poser. Est-ce que c'est contestable? Preston cligna des yeux. Juridiquement, non. Edward s'est assuré que tous les avocats révisent les modifications. La structure fiduciaire a déjà été mise en place. Un autre silence. Et je restais simplement assise là, sur la chaise près de la colonne, à me demander, avais-je vraiment été le plan depuis le début? Ou avais-je simplement été la dernière encore debout? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, ni de joie, ni certainement de triomphe. Il y a une étrange solitude qui vient du fait d'être vu trop clairement, comme se tenir sous un projecteur après des décennies passées en coulisses. Je me suis allongée sur le lit d'amis dans la suite de l'aile, autrefois réservée à la presse. Les draps sentaient encore la lavande et l'amidon. Dehors, à la fenêtre, les herbes du marais chuchotaient à chaque rafale de vent, comme si elles savaient quelque chose que j'ignorais. Mon téléphone a vibré à 2h11 du matin. Un nouveau message. Alexandra, je pense qu'il faut qu'on parle. Juste entre sœurs. Grand-père n'aurait pas voulu que ça nous divise. À 2h32. Nathan, je ne juge pas, je suis juste confus.
Ça n'a aucun sens. Peut-être que les avocats peuvent arranger ça. Et puis, à 3h04, l'appel que je savais qu'il viendrait, ma mère. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal. Juliette, je ne suis pas en colère, je pense que tu es dépassée. Tu ne sais pas comment ces choses fonctionnent. On devrait rencontrer le conseiller familial et passer en revue les détails ensemble. Il y a beaucoup à démêler. Édouard était vieux. Il pouvait être manipulé. Elle n'a jamais dit par toi, mais je l'ai entendu. Ça sonnait comme répété, le même script qu'elle avait utilisé avec des donateurs, des journalistes ou des employés qu'elle voulait discrètement évincer. Au matin, je n'avais pas répondu. J'avais fait mes valises, mais je ne savais pas encore où j'irais. Le domaine ne me semblait pas être le mien, seulement une maison laissée vide par quelqu'un qui avait trop vu. Quand je suis entrée dans la bibliothèque pour me changer les idées, un membre du personnel s'est approché. Mademoiselle Blake, dit-il. Il y a quelque chose pour vous. Cela a été laissé avec des instructions. Il m'a tendu une enveloppe scellée avec mon nom dessus, mon nom complet, écrit d'une main que je reconnaîtrais même les yeux bandés. Juliette Elise Blake. À l'intérieur, il y avait une lettre. Juliette. Si tu tiens cette lettre, c'est que j'ai fait ce que je ne pouvais dire à voix haute. Je sais que cet héritage ne semblera pas d'abord être un cadeau, c'est un fardeau. Tu as toujours été la seule à comprendre la différence. Tu n'auras pas besoin d'eux pour t'aider, mais tu voudras peut-être encore les aider. C'est ta force. Et ta tentation. Ne laisse pas la gentillesse devenir ta chaîne. L'entreprise est à toi. L'héritage aussi. Mais ta vie, ça, c'est encore à toi seul de la façonner. Ne redeviens pas petite juste pour qu'il puisse rester à l'aise. Le papier tremblait dans ma main. Je l'ai relu non pas pour y voir plus clair, mais pour confirmer. Il avait su qu'ils essaieraient de me faire me sentir indigne. Il avait su qu'ils utiliseraient la culpabilité au lieu de la colère. Il avait su que je pourrais y succomber. Mais il m'avait laissé quelque chose de mieux que de l'argent, la permission. La famille m'a convoqué dans la véranda, pas officiellement, bien sûr. Personne n'utilisait des mots comme « convoqué » quand on était censé à nouveau faire partie d'eux, mais le message était clair, tout le monde serait là, et ce ne serait qu'une conversation. Je suis entrée 5 minutes en retard, délibérément. Ils étaient déjà assis, mon père près de la baie vitrée, les bras croisés, Evelyne dans une robe bleu pâle trop douce pour la dureté de sa voix, Alexandra et Nathan à chaque extrémité du canapé courbé, comme des avocats adverses. Il y avait du thé sur la table. Personne n'avait versé le mien. Evelyne parla en première. Juliette, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr que non. C'est une question de préserver ce que ton grand-père a construit, ajouta Nathan. Nous ne sommes pas ici pour nous disputer, dit Alexandra en se penchant en avant. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de radical. Délègue simplement. Laisse Preston gérer les transitions. Tu n'as pas besoin d'être impliqué au quotidien. Je ne dis rien. Mon silence s'étira. Écoute, dit enfin Charles, on sait tous qu'il t'aimait. Ce n'est pas le problème. Mais tu n'es pas expérimenté dans ce monde. Je regardais autour de la pièce. Ils ne voulaient pas me le reprendre de force, cela les ferait passer pour des cupides. Ils voulaient que je me sente assez incompétente pour y renoncer de moi-même. Je comprends votre inquiétude, dis-je lentement. Evelyne se détendit visiblement. Je la comprends parce que vous ne m'avez jamais demandé ce que j'ai fait. Ce que j'ai construit. Qui je suis devenue. Je fis un pas en avant. Vous m'avez vu peindre des foulards et vous avez pensé que j'avais échoué. Vous m'avez vu enseigner et vous avez cru que j'avais abandonné. Vous m'avez vue silencieuse, alors vous avez supposé que je n'étais rien. Personne n'interrompit. Je sortis une feuille pliée de mon sac et la posai sur la table. Mon nom est inscrit sur l'enregistrement légal de Hastings Legacy Group depuis 6 mois. Grand-père m'a discrètement nommé PDG en fiducie, pour que j'apprenne. Alexandra cligna des yeux. C'est impossible. C'est pourtant vrai, dis-je. Il m'a fait entrer sous couvert d'un cabinet de conseil, pendant que vous ne prêtiez aucune attention. Depuis 9 mois, j'analyse la stratégie du conseil d'administration. J'ai restructuré 3 départements que vous croyez sous la responsabilité de Preston. Nathan se leva. Pourquoi ne nous l'aurait-il pas dit? Parce qu'il savait déjà que vous ne l'auriez pas écouté. Je me tournai vers Evelyne. Tu te souviens quand tu as dit que je n'étais pas une vraie Hastings? Elle tressaillit à peine, mais c'était là. Je ne suis pas ici pour te punir. Je n'ai pas besoin de ton approbation.
Je n'ai pas besoin d'un dîner de réconciliation ni d'une nouvelle photo de famille. Je suis venu parce qu'il m'a fait confiance pour achever ce qu'il avait commencé. Et je le ferai. Le silence retomba dans la pièce. Puis Evelyne murmura, « Tu as changé. » Je souris. Non. J'ai juste cessé de me rétrécir. Je saisis la théière, me versai une tasse, la remuai lentement. Et maintenant, dis-je, je vous suggère de décider si vous êtes capable de travailler sous les ordres de quelqu'un que vous aviez jadis méprisé. La mâchoire d'Alexandra se crispa. Nathan fixa le sol. Personne ne répondit. Alors je pris ma tasse de thé et je sortis sans colère, juste avec une forme de finalité. 3 mois plus tard, je me tins au centre de la salle du conseil d'administration de Hastings, non plus en invité, ni en nombre, mais en tant que femme dont le nom était désormais gravé sur la plaque en acajou à l'extérieur de la porte. Juliette Blake. Directrice générale. Hastings Legacy Group. La transition ne fut pas discrète. Certains membres du conseil démissionnèrent. Quelques investisseurs paniquèrent. Mais la plupart restèrent non par loyauté, mais par curiosité. Ils voulaient voir ce que ferait l'enfant fantôme de la famille Hastings avec l'empire qu'elle n'était jamais censée toucher. Je ne fis rien brûler. Je restructurai la branche philanthropique, réinstaurai le programme de lanceurs d'alerte, doublai le salaire du personnel de soutien. Lors de notre premier gala de presse, je n'invitai ni Evelyne, ni Charles, ni Alexandra, ni Nathan, non pour les punir, mais pour laisser le silence parler enfin plus fort que tous leurs mots. À la place, j'invitai les personnes que mon grand-père avait discrètement soutenues, des boursiers, d'anciens jardiniers, des organisateurs communautaires. Certains pleurèrent en voyant la plaque au pupitre. Moi aussi. Dans mon premier discours, je ne parlais ni d'héritage ni de dynastie. Je parlais de réparation. Parfois, dis-je, nous héritons davantage des blessures que de la richesse. Mais nous héritons aussi de la chance de choisir autrement. Les applaudissements suivirent, pas tonitruants, mais sincères. Après, je rentrai au domaine. Je montai dans l'ancien atelier du 3e étage, celui où plus personne n'était entré depuis des années. Il l'avait laissé intact. Toujours là, la peinture à l'huile inachevée des marais familiaux au crépuscule. Le ciel à moitié fait. Une seule aigrette blanche esquissée mais jamais remplie. Je me rappelais la dernière fois que je l'avais vu travailler dessus. « Tu vas finir ça ?» avais-je demandé, à moitié en plaisantant. Il avait souri. « Non. Ça, c'est pour toi. » Je n'avais pas compris alors. Maintenant, si. Je pris le pinceau. La peinture était sèche, mais cela ne me dérangeait pas. J'ouvris de nouveaux tubes ocre doux, bleu pâle, le même outre-mer que j'utilisais enfant, et je remplis le ciel. Pas parfaitement. Pas comme il l'aurait fait. Mais de ma propre main. Quand je reculais, l'aigrette s'envolait enfin. Et c'était suffisant. Le Noël suivant, je reçus une carte d'Evelyne. Pas d'écriture manuscrite, juste un imprimé générique avec une photo de la famille, Alexandra tenant un verre de vin, Nathan debout près du sapin, Charles en arrière-plan, l'air distrait. Il l'avait envoyé au siège social. À l'intérieur, il était écrit. Nous vous souhaitons la paix en cette saison. Vous êtes, bien sûr, toujours la bienvenue. Il n'y avait pas de signature. Aucune mention de ce qu'ils avaient fait ou non fait. Aucune excuse. Aucun aveu. Juste ce mot, bienvenue. Je posai la carte sur mon bureau, la fixai une bonne minute, puis ouvris doucement le tiroir. Du même endroit où je gardais ces lettres, je sortis la plus ancienne, celle qui disait simplement. Construis la chose discrète. Je pris un stylo et j'écrivis 3 mots sur la carte de Noël. J'y étais. Puis je la remis dans une enveloppe sans adresse de retour, sans message. Je l'envoyai au domaine. Personne ne répondit. Une semaine plus tard, je visitai la galerie du centre-ville de Charleston qui accueillait désormais une partie de notre nouvelle initiative artistique communautaire. Les murs étaient pleins d'œuvres données, des pièces de créateurs anonymes qui n'avaient jamais eu la chance de montrer leur voix. Dans un coin au fond se trouvait une des miennes. Petite. Simple. Une aquarelle d'une chaise, velours usé, légèrement bancale, cachée derrière une colonne. Son titre inscrit en dessous. Scène. Je n'attendis pas d'entendre les réactions. Je sortis par l'entrée latérale, dans le vent d'hiver qui soufflait sur le port. Pas d'écharpe cette fois. Je n'en avais pas besoin.